Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelait autrefois les drames familiaux, qu'on appelle maintenant des féminicides. Aux nouvelles, vous allez voir en détail ce qui s'est passé au moment où ça se produit. Les policiers sont là, ils font des déclarations. On tourne autour du périmètre de sécurité avec des bandeaux jaunes. Mais qu'est-ce qui se passe après? 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, c'est tout un bouleversement dans une famille quand plusieurs membres de la famille disparaissent. Je vous propose une entrevue avec un homme qui s'appelle Jimmy El Chamouri. Il a perdu sa mère, sa grand-mère et son père s'est suicidé parce que c'est lui qui les a tués. Et il a vécu ça tout jeune à 15 ans. Et dans un livre qui s'intitule « Skin Down » en anglais, il montre jusqu'à quel point les répercussions sont énormes quand on vit ce genre de drame-là. Donc, il est avec moi. Salut. Bonjour. Alors, j'ai fini le livre hier soir. Tu avais 15 ans à ce moment-là. Il faut que tu nous racontes comment ça s'est passé, là, de ton point de vue à toi. Ben écoute, comme que je l'explique dans le livre, nous, on est d'origine libanaise. Donc, c'est sûr que la réputation, c'était super important pour nous. Ne pas démontrer nos faiblesses, pas parler de nos problèmes. Donc, on gardait tout ça pour nous, à l'intérieur de la maison. Il y a eu beaucoup de chicanes entre mes parents. Et puis, dans le fond, c'est que mon père se chicanait, il partait quelques jours, il revenait. Donc, c'était comme des menaces. Et puis, on le voit dans le livre, c'était constant. C'est sur plusieurs années, dans le fond. Oui. De la violence verbale, mais aussi de la violence physique. Oui, quelquefois. Comme quoi? Lorsque j'étais enfant, je me souviens qu'il l'avait frappé dans le visage. Et vers la fin, avant qu'il quitte pour de bon, là, il avait lancé du café. Il lançait des objets juste pour faire peur, là, dans le fond. Là. Et puis, c'est ça. Donc, nous, on savait, c'est vraiment triste à dire juste comme ça, on n'était pas surpris que ça se soit produit. Oui, quand c'est fait, t'es sous le choc. Mais mon père le disait avant. Il faisait des menaces souvent. Oui, c'est ça, exactement. Je vais te tuer? Non, ce qu'il disait, dans le fond, c'était plus vague, mais c'était si moi, j'ai pas les enfants, tu n'auras pas les enfants. Il avait dit ça à un moment donné. Alors, tu vis dans ce cocon-là de violence, d'agressivité. Il part, il revient, il est toujours en train de menacer. Il y a l'histoire financière aussi. S'il s'en va, là, il y aura moins d'argent. Donc, il est toujours en termes de chantage, je dirais, auprès de la famille. Ouais. Pour les enfants aussi, il criait souvent après vous aussi. Oui. Plus envers ma mère et ma sœur. Mais oui, il y avait souvent des chicanes. Il y avait il y avait énormément de contrôle. Donc, comme tu as mentionné, soit que c'est du contrôle physique, financier, quand il partait ou quand il revenait. C'était vraiment il voulait vraiment contrôler tout ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Alors, quand tu dis on n'a pas été surpris, tu décris dans le livre le moment où là, tu as une prémonition. Tu as eu une prémonition. Raconte-nous, là. Quelques heures avant de savoir que ça s'était passé, tu as eu une boule. Raconte-nous. Oui, exactement. La journée même, bref, ma grand-mère est venue du Liban pour nous visiter quelques semaines avant. Elle restait chez mon oncle, qui est le frère de ma mère. Donc, on allait la visiter là. La soirée, la fin de semaine d'avant, le dimanche, elle a décidé de venir puis rester chez nous. Ce qui était exceptionnel pour nous parce que ça s'était pas arrivé souvent. Non, pas du tout. Donc, cette soirée-là, moi, je prends ça comme un signe de la vie. Là. On a parlé de notre jeunesse, on a sorti les albums, on a écouté des vidéos quand on était jeunes et tout ça, tous les moments vraiment importants de notre vie, on l'a partagé avec elle. Parce que moi, je ne l'avais pas vue depuis que j'avais 1 an. Ah oui? Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est la mère de ta mère? Oui. OK. Et puis, le lendemain, je suis de bonne humeur, je me lève, déjeuner, tout ça, je vais à l'école. Et puis, je te dirais, l'école finissait un peu plus tôt, puis j'avais un cours de rattrapage. Mais le midi, je me sentais vraiment pas bien. J'avais mal au cœur, j'avais une pression à la poitrine, j'avais de la difficulté à respirer. Je pensais vraiment à ma mère. Et puis, je l'avais appelée pour lui mentionner que si je pouvais revenir à la maison, parce que nous, on n'avait pas le droit de manquer l'école. Mes parents étaient extrêmement stricts par rapport à l'éducation. Ça ne répondait pas.
Donc, j'ai resté à l'école, puis par la suite, à la fin de la journée, avant mon cours de rattrapage, j'ai rappelé encore, mais le téléphone ne fonctionnait plus. C'est là que tu avais déjà cette prémonition, mais ça s'est consolidé quand là, tu appelais et il n'y avait pas de réponse. Oui, il y avait des indices de plus en plus qui m'apportaient à cette conclusion-là, malheureusement. Ça ne répondait pas. J'ai resté. Par la suite, ma mère venait me chercher à l'école, puis elle était du type de personne qui venait 30 minutes en avance à attendre dans la voiture. Elle n'était pas là, donc j'ai dû attendre. Puis là, j'ai pris la décision de prendre l'autobus. Arrivé chez moi, sa voiture était stationnée chez moi. Les rideaux étaient fermés. J'ai essayé de débarrer la porte avec ma clé, mais c'était barré par l'intérieur. Donc ça, c'était un autre indice. J'essayais de regarder par la fenêtre. Je voyais, il y avait juste ça comme crack d'espace, donc je ne voyais pas grand-chose. Je suis allé dans la cour, même chose dans la cour, la porte patio. Puis j'ai vu, après un moment, la jambe de ma grand-mère qui était à terre puis qui avait du sang. Donc, tu vois une jambe avec du sang? Oui. Là, la panique, là, ça monte à la 10. Oui, absolument. Donc là, je suis allé voir ma voisine, j'ai appelé ma tante. Ma tante est arrivée, j'ai appelé la police. Et entre-temps, en avant, dans le crack, je regardais encore, puis c'était comme un... C'est comme pas un casse-tête, mais quand tu regardes quelque chose, tu fixes quelque chose, tu vois rien, puis là, tout d'un coup, ça l'arrive, puis tu vois clairement. Là, j'ai vu mon père qui était par terre. Donc, là, c'est vraiment, j'ai confirmé, ça l'a confirmé que mon père est là, ma mère est à l'intérieur aussi. Donc, ton père avait l'air sans vie. Oui. Ta grand-mère aussi. Là, tu dis, si ma mère est là-dedans, elle est morte aussi. Oui. Mais les probabilités qu'elle y soit étaient quand même énormes. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'appelle la police est arrivée. La première chose que j'ai dit, j'étais extrêmement clair, j'ai dit, il y a 2 femmes, même si je n'avais pas vu ma mère, j'ai dit, il y a 2 femmes et un homme dans la maison, occupez-vous des 2 femmes seulement, s'il vous plaît. On m'a mis dans une vanne de police, j'y ai resté pendant des heures, en ne sachant pas ce qui se passe. Là, il y avait, comme tu dis, il y avait le périmètre de sécurité. Oui, exactement. Les gens sont arrivés, il y avait, etc. Plus tard, ma soeur est arrivée, mon frère est arrivé, je n'ai pas pu les voir, je n'ai pas pu leur parler pendant des heures. Et puis... Mais tu ne savais pas que ta mère était trouvée là encore? Non. On m'a enfermé dans une vanne pour des heures. Et puis, à la fin de la journée, j'ai pu sortir. Puis, je me souviens que le coroner est venu nous voir puis il nous a dit il y a 3 corps. Puis les 3 sont décédés. Alors, comment tu réagis à ce moment-là? Écoute, je me suis blâmé longtemps là-dessus, là, parce que pour moi, c'était comme un mécanisme de défense. Je ne l'ai comme pas cru. Je me suis bloqué, puis je me suis dit, c'est pas grand-chose. Elle va revenir. Je suis habitué de partir en voyage au Liban 1 mois de temps, une fois. T'as du déni, là. Oui, 100%. de la broue, là. 100%. Ouais. Ça m'a pris du temps pour le réaliser. Puis lorsque je l'ai réalisé, bien là, c'est sûr que là, tout a sorti. Et là, tu expliques ce que c'est la scène de crime, les médias qui sont là, qui décrivent ce qui se passe. Et tu dis là, on sort tous de notre corps. On n'est plus... on est des automates, là, rendus là. Oui. Puis c'était, comme je te dis, c'était OK, on fait quoi? Il y avait moi, mon frère et ma soeur. Donc, on fait quoi? On va où? Vous aviez quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 15 ans. Mon frère, je crois, avait 17 ans. Puis ma soeur, 22 ou 23, si je me trompe. OK. Donc, vous êtes 3 survivants. Et là, la maison, c'est une scène de crime. Vous ne savez pas où aller. Oui. Bien, mon oncle est arrivé. Donc, il nous a proposé, évidemment, de rester avec lui. Donc, on est resté là pour quelques semaines pour ensuite déménager. Puis, ensemble, les 3. Parce qu'on était quand même très, très proches. Un événement comme ça fait en sorte que tu deviens extrêmement proche avec ta famille, là, même un peu avant une tragédie comme ça. Donc, on voulait être les 3 ensemble. Et avant qu'on parle des séquelles, là, parce que c'est l'essentiel de ton livre, au moment où tu es là, et que tu vis, là, je prenais l'expression « sortir de son corps », tu es comme dans une autre réalité, là. Chez ton oncle, je pense qu'il y a 7 enfants, lui? On était 7 au total. 7 enfants. OK, avec vous, là, ça faisait 7. Oui. Mais quelle sorte de vie tu fais, là? Tu étais rendu où, là? À ce moment-là, c'était vraiment un mode survie. Tu vas plus à l'école, là. Tu peux pas aller à l'école. Non, je voulais y aller. Je voulais vraiment y aller parce que moi, je voulais juste avoir une routine puis essayer de ne pas y penser. Puis je me souviens, on est allé à l'école pour rencontrer le directeur. Puis au moment où est-ce que j'ai
j'ai mis le pied dans l'école, là, j'ai senti que je pouvais pas. Non, ça fonctionnait pas. Ça faisait l'anxiété? L'anxiété, les gens, je pouvais pas fonctionner, là. Donc, j'ai terminé, dans le fond, mon année ainsi. Alors là, vous vous trouvez, il reste 3 enfants, vous vous retrouvez seul et vous trouvez un appartement. Parce que c'est finalement ta soeur qui est la plus vieille, puis elle dit, même si ton frère a 17 ans, il n'est quand même pas majeur, OK, on va rester ensemble, on ne restera pas chez mon oncle, même si vous l'offre, il faut qu'on se fasse, qu'on garde le cocon familial intact. Ouais. Et ça se passe comment? C'était bien. C'était bien. C'est un petit appartement d'une amie qui nous a aidés. On a pu recommencer à se créer une nouvelle routine, les 3. Mais avec le temps, c'est certain qu'il y a eu des répercussions. T'sais, la tragédie nous a affectés, même aujourd'hui. Il y a encore des répercussions et des problèmes et tout ça, là. C'était bien. Puis par la suite, on a pu acheter une maison, les 3 ensemble. Alors, vous êtes les 3 ensemble. Et là, il faut décortiquer un peu les événements, là. Vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé? Oui, on a eu le rapport du coroner. Évidemment, il y a des hypothèses et il y a des confirmations. Je sais que mon père, la dernière fois qu'il a quitté la maison, c'était une menace encore une fois, puis je crois qu'il s'attendait à revenir. Il n'est pas revenu. C'est la première fois de toute l'histoire qu'il a loué un appartement avec quelqu'un d'autre, avec un ami. Quand il menaçait, il revenait après quelques jours. 2-3 jours. Puis il était bien fin à ce moment-là, hein, tu l'écris. Oui. C'est comme s'il était dominateur et contrôlant pendant la routine quotidienne avec vous autres. Quand il part, il se sent coupable, ou je ne sais pas trop quoi, mais il est fin avec vous autres pendant quelques jours. Oui, c'est ça. Je décris ça comme la lune de miel. Ouais, il revient, on discute, tout est beau. Il aime ma mère, il est super gentil avec ma mère pour quelques jours. Puis nous, à chaque fois, on est étonnés parce qu'on se dit, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça peut durer comme ça? Puis là, ça revient. Et là, cette fois-là, il y avait exception, il ne revenait pas. Il s'était loué un appartement. Oui, exact. Nous, on essaie de planifier comment survivre parce que maman ne travaillait pas. C'est lui qui travaillait. Donc, nous, on travaillait. Il n'avait plus d'argent à ce moment-là. Là. Non. Donc, on essaie de se créer un plan pour survivre, dans le fond. Mais ça nous dérangeait pas du tout. On était vraiment contents. Puis, toi, tu préférais qu'il ne soit pas là, dans le fond? Oui, les 3, oui. Et puis, on avait fait un plan. Et puis, par la suite, quelques jours plus tard, mon père a appelé ma mère, voulait parler. Puis, ma mère a toujours tout fait pour nous, pour les enfants. Elle a toujours voulu qu'il reste pour nous, financièrement et tout ça. Et puis, c'est la première fois qu'elle lui a dit non. Je ne veux pas que tu reviennes. Je crois que ça l'a déclenché quelque chose. Le plus profond. Oui. Et puis, elle a quitté durant le matin avec ma grand-mère qui était là. Et puis, lui rôdait autour. Rôdait souvent, il nous appelait même pour nous dire « Ah, vous avez enlevé des cadres de la maison, comment ça? » Parce que c'était à lui. Puis nous, on voulait juste lui redonner tous ses effets. Il est rentré dans la maison. Et puis, supposément, lorsque eux, ils ont rentré, ils se sont chicanés. Il y avait du tape, donc il a tapé ma mère. Et puis, ma grand-mère était dans la cuisine, donc il a pris pour ma grand-mère, il a pris des couteaux, puis il l'a poignardé une vingtaine de fois. Et ta mère, vraiment, il l'a brisé en morceaux, là? Oui. Puis elle a, avec... il s'est avec un... Avec un... pas un chaudron, là, mais... Oui, c'est ça. Disons un objet contondant. C'est ça. Et il s'est suicidé après coup. Oui. Il a essayé de nettoyer. Mon père avait peur du sang. Donc, ce qu'on me dit, c'est qu'il a essayé de nettoyer. Il y avait trop de sang, évidemment, puis il a peut-être paniqué. Et c'est là qu'il s'est suicidé avec... la corde d'un des rideaux dans les escaliers. Donc, vous avez passé des semaines, des mois, et ta vie encore, je présume que tu te poses encore la question, tu essaies de comprendre, tu écris un livre pour essayer de comprendre davantage, et tu grattes un peu l'histoire des religions quand même, parce que ton père était très pratiquant et musulman, et ta mère était catholique, puis elle avait comme laissé tomber ça, laissant la place à la religion de ton père.
Exactement. Encore une fois, c'est une question de contrôle. Ma mère priait le soir avant d'aller se coucher, mais n'en parlait pas avec mon père, n'en parlait pas avec nous. Elle n'avait pas le droit de porter un collier avec une croix. Peu importe les signes religieux, elle n'avait pas le droit dans la maison. Lui avait le droit. Puis, il y a eu des chicanes par rapport à ça, ce qui était pour des choses absolument ridicules. Mais je crois que c'est juste une raison pour lui de trouver des bébites, puis essayer de se chicaner là, avec ma mère, puis essayer d'avoir, lui faire sentir de la culpabilité, puis d'avoir encore plus le contrôle sur nous. Tu racontes qu'il y a des membres de la famille qui sont mariés obligés, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont trouvé des mariages arrangés. Est-ce que c'était le cas de tes parents? Est-ce que ça a été arrangé? Non, pas du tout. Ils s'aimaient en principe. Oui, exact. Parce qu'ils étaient au Liban à ce moment-là. Oui, c'était une histoire d'amour. Ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient professeurs à l'école. Et puis, le côté de ma mère n'acceptait pas ça. Mon père, à un moment donné, a demandé la main à mon grand-père et puis il a refusé. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis les deux, puis ils se sont mariés, puis parce qu'ils étaient vraiment en amour. Et arrive la guerre au Liban et ils veulent fuir la guerre et ils émigrent au Canada. Oui, exactement. En 88, ils ont pu se faire parrainer par mon oncle, qui est le frère de ma mère. Puis sont arrivés ici. Donc, moi, en lisant le livre, là, c'est une des questions que je me posais. En principe, ils sont en amour, ils vont contre l'autorité là-bas. Puis tu passes des grands bouts de ton livre à expliquer comment l'autorité, c'était lourd, puis il fallait respecter ça, puis on n'a pas le choix. C'est dans les traditions locales libanaises. Ils vont à l'encontre de ça, ils se marient quand même, puis ils se sauvent un peu au Canada, puis ça dégénère. Et moi, je n'ai pas compris. Est-ce que tu le comprends, pourquoi ça a dégénéré de même? Pourquoi? Est-ce que ton père a vécu quelque chose de traumatisant pour devenir si contrôlant? Je crois qu'il y avait des problèmes. On parle peut-être de bipolarité. Je sais qu'il était en dépression à ce moment-là. Une dépression déclarée? Parce que c'est un chapitre là-dessus. Déclarée, oui. Mais le médecin ne lui a pas donné le congé qu'il voulait. Puis à la fin, comme tu as pu constater, là, on avait de la difficulté financièrement, vu que c'était le seul qui travaillait. Nous, on travaillait les enfants, vu qu'on lui donnait de l'argent et tout ça. Je pense qu'il y a aussi eu des problèmes avec son travail, puis il n'en parlait pas. Donc lui, il prenait tout ce stress, toute cette agressivité-là, frustration, puis il apportait ça à la maison. Parce que, d'après moi, c'était le seul endroit où est-ce qu'il pouvait, encore une fois, tout contrôler. Oui, parce que le contrôle, c'est extrêmement important. Oui, oui. Et puis, c'est drôle parce que j'ai déjà parlé d'autres cas, de plein de cas. Puis, effectivement, les hommes qui se retrouvent toujours en situation de contrôle et qui perdent le contrôle, il y a comme une panique là, qui s'installe. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle souvent, les féminicides sont souvent dus à ça. C'est que le gars, il a perdu le contrôle parce que la femme décide de s'en aller. Dans ton cas, elle s'en va pas, c'est lui qui part, mais elle dit que tu ne rentres plus. Exactement. Puis je crois aussi qu'il a réalisé ça à cause des enfants. Parce qu'on ne lui a pas demandé de revenir. On n'a pas essayé de régler les choses. Comme je te dis, on a fait un plan, il l'a su. Je me souviens, à un moment donné, il était venu, puis moi, je travaillais aussi dans le temps, même à 15 ans. Et puis, il riait de moi parce qu'il me dit « Ah, l'argent que tu vas faire, tu vas le donner à ta mère? » Puis j'ai dit oui, je vais le donner pour qu'on puisse vivre et manger et tout ça. Donc, je pense que ça l'a juste ajouté à son manque de contrôle, au fait que même ses enfants, il a perdu le contrôle de ses enfants. OK, c'est ça. Il était branlé dans ses convictions, dans son estime de lui, si on veut, lui qui était habitué de bosser. Ouais. Mais il y a sûrement un aspect dépressif parce que tu dis qu'il regardait la télé, il passait des journées là. Il n'allait pas travailler. Il passait des journées, la télé allumée, il regardait la télé mute. C'est-à-dire qu'il n'écoutait pas parler, le son était fermé. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est sûr qu'il était en dépression. Moi, c'est un symptôme de quelque chose. Là. Oui, puis... Ça vous inquiétait pas de le voir dans cet état-là? Maintenant que j'y pense, oui. Mais on était dans cette situation, dans ce monde bizarre-là, qu'on faisait juste continuer. Parce que tu l'expliques, c'est des crises, crise après crise. Là. À peu près toutes les fois qu'il revenait travailler, vous attendiez là où il allait y avoir de la chicane, là, où il allait monter le ton, puis il allait brasser. C'était tout le temps. C'était très souvent.
Alors, donc, revenons à ce qu'on disait tantôt. Tu repars en appartement avec frères et sœurs. Et là, c'est pour ça que tu écris un livre. Tu veux nous expliquer ce que... Nous, on a vu le drame à la télévision. C'est une journée, le lendemain, le Journal de Montréal. Mais toi, tu portes ça en toi encore aujourd'hui. Comment ça se passe quand tu es avec tes frères et sœurs? Parce que là, vous êtes comme dans des films, on voit, là, tu sais, le petit noyau familial, parce qu'ils ont perdu les parents, ils doivent s'arranger tout seuls. Ouais. C'est pas nécessairement facile, parce que vous avez été élevé dans un modèle où il y a le contrôle, où ça parle fort, puis c'est un peu ce que vous transposez dans votre nouveau noyau? Oui, oui, c'est ça. Puis une des raisons pourquoi je l'ai écrit, c'était pour expliquer justement le côté des enfants, de briser le silence. Je me considère pas comme ça, même aujourd'hui, d'être orphelin. Mm-hmm. Mais oui, c'est ça, le contrôle et tout ça. On était tissés très, très serrés, mais ça a abouti à des problèmes de contrôle, de frustration, de problèmes qui dégénèrent et qui viennent de cette situation-là. Donne-moi un exemple. Bien, écoute, le contrôle, point. Le contrôle. Ma sœur a pris en charge ses deux frères. Elle fait de l'anxiété, stress et tout ça. Donc, pour elle, elle a essayé de tout faire pour... Donc, elle n'avait plus le droit de faire ci, de faire ça. Exact. Un peu comme ton père t'interdisait de faire à peu près. Oui, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. Puis c'était avec des menaces. Mais elle, dans le fond, là, je réalise que c'est parce que ça venait d'une peur qu'il arrive quelque chose à moi ou à mon frère. Elle avait toujours cette image-là d'un grand drame sanglant, puis elle dit, on n'est pas à l'abri de ça, puis il faut éviter ça. Donc, elle s'est mise dans la position, c'est moi qui protège. Ouais. Puis la façon de protéger ce qu'elle avait eu dans sa famille, c'est on lève le ton, puis on sort pas. Exactement, c'est ça. exactement. Et ça a duré longtemps, ça? Ou... Oui. Ouais. Ouais. C'est combien de temps, ça, longtemps? Des années. Je te dirais jusqu'à l'âge de 27, 28 ans. Est-ce que tu as eu des cauchemars après ça? Parce que toi, tu étais là, tu as vu le sang, tu as vu les policiers arriver, tu étais isolé, tu nous l'as raconté tantôt. C'est des images qui doivent te hanter, ça, non? J'ai pas eu de cauchemar, non. T'as-tu consulté? As-tu eu ça, c'est une des choses que j'en parle un peu. Oui, j'ai consulté plus tard, vraiment plus tard. Et ça, c'était peut-être une erreur. Oui, c'est juste à dire un peu trop tard, peut-être? Oui, c'est ça, de ma part, et même pour mon frère et ma sœur, qui ont... Mon frère, par exemple, n'a pas consulté, n'a jamais consulté. Là, je consulte encore et tout ça. Donc là, je vois vraiment la grosse différence. C'est important de consulter parce que ça aide énormément. Il faut verbaliser après un drame comme ça. Puis tu dis, nous autres, on ne l'a pas tellement fait, là. Chacun est resté dans son cocon, puis on a créé un cocon de 3 personnes fermées. C'est ça. Ça a toujours été comme mode survie. Puis en écrivant le livre, j'ai réalisé tellement de choses que je n'avais pas réalisées avant ça. Par exemple, que les 3, on n'en a jamais vraiment parlé. On n'a jamais vraiment... Parce que ça aurait fait trop mal d'en parler ou quoi? Je crois que oui. Ouais, parce oui, que... c'est une des raisons, c'est sûr, oui, évidemment. Mais c'était juste, on n'a pas été habitués de partager nos émotions, puis de s'asseoir et de dire, OK, comment tu as vécu ça, toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager ça ou des questions comme ça? Ce serait un conseil que tu donnerais à des gens qui ont vécu des drames comme ça, parce que il n'y a personne qui peut s'en sortir, comme on dit en anglais, « walk in the park ». Ça ne peut pas être facile. Ouais. Et c'est sûr, au-delà de la consultation, c'est qu'il faut, dans la famille, être capable de se parler pour ce qui reste de la famille. Là. Même pour les gens un peu plus loin, je pense à tes oncles, tes tantes, est-ce qu'ils vous en ont déjà parlé? Parce que ça aussi, ça devient un omerta. On aime mieux pas en parler pour pas se faire mal. Oui. Ça, c'est une des... tu me dis ça, puis je pense à des membres de la famille là, précis. Là. Ça, c'est la raison. C'est ne pas en parler pour pas revivre ça, puis pour pas faire ressortir ses émotions. C'est ça, pour pas y repenser. C'est quoi l'image, toi, qui te revient le plus souvent de ces moments-là? Honnêtement, c'est le stress, le fait, les chicanes entre mon père et ma mère, le fait que nous, chaque fois que je chicanais, on allait dans le sous-sol parce qu'on avait extrêmement peur. Donc toi, c'est le sous-sol. C'est quand tu réfugié, littéralement, dans le sous-sol. Oui, puis laisser ma mère en haut, puis être entre deux, ne pas savoir est-ce qu'on devrait monter, est-ce qu'on ne devrait pas monter. Oui.
Est-ce que tu as haï ton père? Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.